Super Docteur, c'est le podcast des médecins généralistes. Le podcast qui vous transmet les recommandations de bonnes pratiques et les résultats des grandes études qui vont changer vos habitudes. Super Docteur, c'est la découverte de méthodes de soins innovantes et des interviews de soignants inspirants qui boosteront votre motivation. Un contenu court et pratique chaque semaine pour tous les médecins. Bonjour à tous et bienvenue sur Super Docteur. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir un invité exceptionnel. Il est professeur en dermatologie et a été chef de service, spécialiste en médecine interne. Il est notamment l'auteur de plusieurs ouvrages qui m'ont personnellement beaucoup influencé. Et au-delà de ces titres impressionnants, dont j'ai omis un grand nombre tant le palmarès de mon invité est intimidant, il est surtout reconnu par notre profession pour son talent inégalé de clinicien. Certains le surnomment même le Dr House français, tant il a su changer la vie de ses patients grâce à ses compétences médicales hors pair. Mais pourquoi avoir invité une telle sommité sur ce podcast ? Eh bien, chers auditeurs, devant le constat d'une médecine générale en grande difficulté, où l'acte clinique est tellement dévalorisé devant ceux dits techniques, il est essentiel pour nous, médecins généralistes, d'avoir des modèles, des sources d'inspiration, pour ne pas laisser mourir l'art de l'écoute et de l'examen d'un malade dont mon invité maîtrise toutes les subtilités. Alors, sans plus tarder, préparez-vous à une conversation qui, je l'espère, influencera notre pratique médicale de tous les jours, afin de toujours mieux prendre soin. Professeur Philippe Imbert, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mathieu, c'est moi qui vous remercie parce que c'est un honneur pour moi et un plaisir d'ailleurs de discuter avec vous. Je vous remercie infiniment Philippe. Alors, j'en ai esquissé quelques-uns en introduction, mais vos diplômes sont assez impressionnants. Vous êtes professeur en dermatologie, spécialiste en médecine interne, vous avez été chef de service plusieurs années, vous êtes compétent en allergologie, en oncologie, vous avez plusieurs diplômes d'études de spécialité. Je m'excuse si j'en oublie, on sera amené à en reparler tous les deux. Ma première question est très simple. Philippe, êtes-vous un praticien heureux d'exercer son métier ? Ah oui, je suis heureux, après avoir fait 25 ans à l'hôpital, pouvoir voir des malades toute la journée, c'était vraiment un grand plaisir parce que ça m'a manqué. Quand vous êtes chef de service à l'hôpital, vous faites beaucoup de choses, mais en fait, vous consultez très peu. Et c'est presque un peu dommage parce que vous avez des compétences, vous avez de l'expérience, mais vous pouvez le mettre à disposition seulement de quelques patients. Eh bien, toute cette expérience que j'ai acquise et puis des compétences que j'ai acquises depuis que je me suis installé, je le mets à disposition des malades à longueur de journée. Très bien, donc on va reparler de votre activité un tout petit peu plus tard dans le podcast. Je n'ai pas précisé que vous avez aussi publié plusieurs centaines d'études, plusieurs centaines de publications scientifiques et plusieurs ouvrages plus grand public, comme Avez-vous un bon médecin, publié en 2018, ou Votre peau me dit tout de vous en 2020. Et dans ces livres, vous faites un focus tout particulier sur l'examen clinique, l'examen physique et l'interrogatoire d'un patient, parce que j'ai l'impression que chez vous, la clinique a une place prépondérante. Ah oui, c'est vraiment fondamental parce que je me demande bien ce que je pourrais dire à mes malades lorsqu'ils viennent me voir avec des symptômes aussi variés que j'ai mal au ventre, j'ai des lancées dans les jambes, je me gratte la tête. Avec ça, si je n'avais pas à la fois les examens complémentaires qu'ils ont amenés et qui sont les prises de sang de toute leur vie et l'examen clinique, je ne pourrais pas conclure ou alors je dirais toujours la même chose. Et ça, c'est fondamental puisque ce podcast s'adresse aussi et surtout à des confrères. C'est là notre chance, c'est de pouvoir examiner les gens et surtout de bénéficier de tout ce qu'ils vont apporter sans le moindre détail. Le pneumothorax de ce malade de ce matin, ça a été pour moi la lumière puisque j'avais le premier élément du syndrome d'Ehlers-Danlos qui a été à l'origine de sa maladie de l'intestin, maladie de Crohn. Incroyable. Si je n'avais pas cette histoire dans l'anamnèse de pneumothorax, peut-être que je serais passé à côté de l'examen des articulations. Vous voyez ? Et dans votre livre Avez-vous un bon médecin ? Il y a un paragraphe dans lequel vous précisez que vous pouvez poser en consultation entre 50 et 80 questions de Oui. tête. Oui. Alors ça, c'est très important parce que très souvent, et en fac de médecine, je sais comme ça se passe, quand on vous pose des questions, on vous fait poser des questions, mais inutiles. Quelqu'un qui se gratte, alors le prof de dermato va vous dire demander si c'est le jour, la nuit, si ça dure longtemps, pas longtemps. Et qu'est-ce qu'on s'en fiche ? Ce qui compte, c'est ça gratte.
Et tous les malades ont des histoires différentes. L'un, ça va être la nuit, l'autre le jour. Ça ne permet pas de différencier ni les causes, ni l'importance. Donc, les questions, elles sont toutes les mêmes, quel que soit le motif de consultation. On vient pour un mal de tête, on vient pour des aphtes, on vient pour des douleurs abdominales, de la constipation, ça va être la même chose. Je fais quoi? Je fais un scanner de la tête aux pieds. C'est-à-dire, je pars du bout des cheveux et je descends jusqu'à l'extrémité des pieds. Et donc, je pose des questions, et c'est facile d'en avoir 50. Est-ce que vous perdez vos cheveux? Est-ce que vous avez mal à la tête? Dès qu'il y a une question oui, une réponse oui, je vais plus loin, je creuse. Je continue, arrivé au sinus, avez-vous eu des problèmes avec les sinus? Et puis d'un seul coup, je vais penser au sulfite. Est-ce que quand vous mangez des crevettes, vous avez le nez qui coule? Est-ce que quand vous buvez du vin blanc, vous avez mal à la tête? Puis ensuite, on descend. C'est un jeune homme de 20 ans. La thyroïde, bien sûr, il a très peu de chance, mais est-ce que votre maman avait des problèmes de thyroïde? Puis on descend, restons à la gorge, mais quand vous étiez bébé, vous avez fait des otites, bronchites, bronchiolites, rhinopharyngite? Ah non, docteur, j'ai fait rien de tout ça. Ah si, j'ai fait des angines. Ah ben voilà, j'avais oublié de le prononcer. Et lui, il disait non, j'ai rien fait. Heureusement, il a pensé aux angines. Ben ça m'ouvre tout un champ sur ce qu'a démontré le docteur Rancé de Toulouse. Ce jeune homme est intolérant aux protéines de lait de vache. Et on continue comme ça, le ventre, etc. On passera bien sûr en revue le système nerveux périphérique, les élancements, les dysesthésies, les picotements, la force musculaire, les muscles, les douleurs. Et là, le système urinaire également. Et là, on passe tout en revue. Et vous avez sur votre feuille rempli plein d'endroits avec des éléments. Prurite ici, douleur du genou gauche, angine, etc. Et après, vous réunissez les éléments et vous avez un diagnostic. On ne le connaît pas d'avance. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, mais déjà avec l'anamnèse, j'ai les réponses. J'ai déjà un pré-diagnostic et l'examen clinique va finir le reste. Il paraît qu'une bonne anamnèse, c'est apparemment entre 80 et 85% des diagnostics qui sont déjà posés, a Ah oui. priori. Oui, vous avez raison. D'ailleurs, vous avez peut-être eu connaissance de cet article qui avait été publié dans Médecine, une grande revue dans les années 65. J'étais encore jeune à l'époque, je devais avoir 6 ans, mais il avait été montré que l'interrogatoire permettait de poser le diagnostic dans 70% des cas. C'est ça. Et même l'examen clinique, sans dire un mot, 60% des cas. Donc, la personne, vous l'allongez, vous avez votre stéto, vos mains, votre marteau à réflexe, vous faites le diagnostic dans 60% des cas. Alors, quand vous réunissez tout, ben vous faites le diagnostic avant même d'avoir la biologie. C'est ça qui est intéressant. C'est que vous savez ce que vous allez trouver. Par contre, si vous allez à la pêche, ça n'ira pas. Et est-ce que vous avez une trame d'interrogatoire qui est commune et après, selon les réponses de votre patient, vous allez fouiller un petit peu plus tel ou tel organe, etc. Ou est-ce que à chaque fois, vous repartez d'une page blanche? Je pars d'une page blanche et je fais mon interrogatoire des pieds à la tête, mais je vais creuser. Par exemple, cette personne qui vient pour le mal de ventre, je vais y rester un peu plus. Et y a-t-il de la diarrhée, de la constipation? Comment sont les selles? Est-ce qu'il y a des glaires? Est-ce que vous avez des remontées, brûlures derrière le sternum, par exemple, qui peuvent être des signes soit d'une gastrite, soit d'une maladie de Crohn également. C'est comme ça que j'ai appris que les corticoïdes, chez ce malade qui a déjà eu de l'oméprazole, c'est les corticoïdes qui vont lui faire enlever ses rots et ses brûlures rétroœsophagènes parce que c'était des manifestations de Mickey, vous voyez? Donc voilà toutes ces choses-là. Et donc on va creuser un petit peu plus. S'il a mal aux jambes, on va interroger un petit peu sur ses sensations neurologiques quand vous marchez. Est-ce que vous avez sensation de marcher sur du carton, des cailloux, des choses comme ça? Donc, et puis à la fin, ça Mathieu, c'est essentiel, c'est revenez à la table d'examen, de consultation autour du bureau. Est-ce que vous avez un sentiment de dévalorisation? Est-ce que vous avez une baisse de l'estime de vous? Est-ce que vous avez des sentiments de culpabilité? Ces 3 premières questions du questionnaire de Hamilton, est là. Vous dévoilez la dépression, qui forcément est là une fois sur 2. C'est ça, un diagnostic qui est tellement sous-estimé parce qu'on sait qu'une dépression, ça accentue non seulement les symptômes physiques, et puis évidemment, c'est un diagnostic qui est responsable de multiples syndromes psychiques, psychiatriques, qui est très sous-diagnostiqué. Et on sait qu'un traitement d'épreuve bien conduit, dans bon nombre de cas maintenant, ça permet d'améliorer beaucoup de choses. Exactement. Et bravo, vous dites exactement ce que je dis. Traitement d'épreuve, un jour on me dit, mais pourquoi tu as marqué qu'une boîte et pas pour 6 mois d'emblée? Parce qu'on va déjà voir si le malade supporte ce médicament, qu'il va pas faire de réaction allergique ou de diarrhée ou je ne sais quoi. Et après, on le renouvelle, bien entendu, pour la durée
antidépresseurs, par exemple, ça sera 6 mois en général. Mais au bout de 6 mois, on arrête parce que c'est réparé. C'est considéré comme réparé. Les connexions neuronales sont... Donc, on ne va pas plus loin. Donc, il faut être rigoureux. On démarre le traitement, mais il faut savoir l'arrêter également. Et C'est donc, ça. Et puis traitement des selon les points. molécules, il faut quand même se donner, je crois, 2-3 semaines avant la première prise pour se donner un premier effet quand même. Exactement, tout à fait. Il faut attendre quand même. Faut pas vouloir un effet tout de suite. Il faut se donner 3 semaines. Vous avez raison. Et du coup, vous réévaluez à 6 mois et vous pouvez arrêter un traitement antidépresseur chez un patient malade chronique au bout de 6 mois? Ou, alors, bien sûr, vous savez qu'il y en a beaucoup qui le gardent encore parce que le médicament, il a des effets. Prenez par exemple la fluoxétine. Pour les maladies de Crohn, il y a un effet intestinal propre, par exemple. On ne sait pas trop comment ça marche, mais on a trouvé des récepteurs sur les fibroblastes et même sur les cellules de l'intestin. Donc, parfois, on peut continuer. C'est pas grave. Pour que le malade aille bien et qu'il ne soit plus à faire le tour de tous les médecins pour qu'on le soulage. Même si on doit continuer 6 mois de plus, pour moi, c'est pas gênant. Très bien. Alors, quand on discute tous les deux, Philippe, je vois que vous avez donc des connaissances évidemment immenses. Vous connaissez l'histologie, vous connaissez la physiologie, la physiopathologie, l'anatomie. J'ai une question très simple, un peu naïve. Comment êtes-vous devenu un aussi bon médecin? Alors, je dois dire, c'est toujours grâce aux autres. C'est grâce à des maîtres et des collègues aussi. J'ai des gens qui m'ont impressionné. Des collègues qui travaillaient avec moi en étant externes. Je les ai vus travailler, je les ai vus examiner avec beaucoup plus de méticulosité que moi. Et puis, j'ai eu des maîtres, un grand maître, professeur Jean-Louis Dupont, un grand interniste. Mais lui m'a tout expliqué, surtout l'analyse de la biologie. C'est incroyable ce qu'on peut tirer d'une neutropénie, d'une lymphopénie, d'une électrophorèse des protéines. Il m'a tout expliqué ça, et ça, c'est fabuleux. Donc, on apprend. Et puis, vous savez, ça ne vous étonnera pas, mais mon métier, pour moi, c'était de faire de la médecine générale. J'aurais voulu m'installer comme médecin généraliste, sauf que j'aimais l'enseignement, j'aimais la recherche, et donc j'ai décidé de rester à l'hôpital. Donc, pour moi, la médecine générale à l'hôpital, c'est la médecine interne. Donc, j'ai fait cette spécialité de médecine interne. Puis après, je me dis, si je peux pas rester à l'hôpital, il faut que je puisse m'installer en ville. Il me faut une spécialité qui soit vendable en ville. Donc, j'ai fait dermato, parce que dermato, il y a de la dermato, il y a de la petite chirurgie, il y a de l'allergologie, il y a de la médecine interne. Donc, voilà comment je suis arrivé. Mais à chaque fois, je n'ai pas voulu apprendre les moutons à cinq pattes. Je n'ai pas voulu apprendre allez, le protocole chimiothérapique de la maladie d'Hodgkin, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir que je dois palper les aires ganglionnaires chaque fois qu'un malade est allongé devant moi. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus important. Donc, cette clinique, elle est venue à moi. Puis ensuite, j'ai fait des petits recueils. J'ai fait un recueil pour les laboratoires Servier à l'époque. Ils nous payaient allez, 300 francs ou 300 euros, je ne sais pas, quand vous étiez interne, pour faire une petite brochure. Et j'ai fait une brochure sur les diagnostics des mains rouges, par exemple. Donc, il y avait les mains rouges, il y avait les phlébites du membre inférieur, à quoi il faut penser, etc. Et donc, à force de faire ces petits travaux, ben, vous devenez compétent, vous apprenez beaucoup. Je crois que c'est en faisant ce genre de travaux qu'on apprend. Et pour la biologie, j'ai fait la même chose pour les laboratoires Léo. C'est repères en biologie. Si on pouvait le renouveler, ça serait très bien. C'est-à-dire que j'ai pris les neutropénies. Quelles sont toutes les maladies qui s'accompagnent d'un taux de polynucléaire neutrophile en dessous de 1800? Quelles sont les maladies qui s'accompagnent non pas d'une augmentation de l'acide urique, mais d'une baisse de l'acide urique? Parce que savez-vous que l'augmentation de l'acide urique, tout le monde sait ce que c'est, mais quand l'acide urique est plus bas que la normale, on s'en fiche, on tourne la page, on s'en occupe pas, alors qu'il y a 4 maladies qui sont importantes à connaître. Vous voyez? Donc voilà, j'ai fait ça, et donc petit à petit, ben, c'est resté dans ma tête, quoi. Quelles sont les maladies à l'acide urique basse? Alors, l'acide urique bas, il y a par exemple les cancers. Donc ça, c'est Okay. très important. Je sais même plus par cœur, je me fais piéger moi-même, vous voyez, mais je vais retourner à mon petit truc. Mais par contre, je sais qu'il y a les cancers. Donc, Je vais pensons au retourner cancer. à mon petit fascicule, ça va revenir et ça va me rester encore 5 ans, quoi. Philippe, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment est-ce que vous continuez à vous former et de quelle manière? Alors la formation, elle est quotidienne. J'allais dire, on écoute une information, on voit passer un extrait du quotidien du médecin, on lit des revues, des petits magazines qu'on nous envoie, par exemple Pure Santé, même si c'est de la naturopathie, peu importe, il y a des informations qui passent, des petits extraits de biblio qui nous sont donnés. Et puis, en fait, tous les jours, j'ouvre PubMed.
j'ouvre PubMed tous les jours et je mets les mots-clés. Par exemple, je vois ce monsieur qui a un Parkinson et il a mal au ventre. Et il a des diarrhées, des glaires. Je me mets à taper Parkinson et Crohn. Et qu'est-ce que je découvre? Quelque chose que j'ignorais il y a 3-4 ans, que les deux maladies ont des gènes communs et qu'elles sont associées chez le même malade. Et donc là, ça m'a ouvert les yeux sur pas mal de choses, et notamment les maladies neurologiques en relation avec l'intestin. Et c'est comme ça que je suis tombé sur un article, la sclérose en plaques, évidence de l'intérêt du régime sans gluten dans la sclérose en plaques. Incroyable. Et puis, en allant plus loin, je vois des malades qui ont une insulinorésistance, bien entendu, metformine, tout le monde connaît, et j'arrive à trouver que metformine peut guérir la sclérose en plaques. Des publications par des neurologues ou vraiment de très très bon niveau, on lit les résumés, on lit l'étude, et on se dit pourquoi pas, vous voyez. Donc ça nous laisse toujours des connaissances nouvelles qui viennent avec PubMed. Donc faut pas hésiter à chercher. Très bien. Donc pour chaque malade qui vous pose question, qui vous pose une certaine difficulté, vous tapez toutes les infos que vous avez, vous essayez de les regrouper pour les saisir dans PubMed et pour apprendre chaque jour. Et pour en arriver là, vous avez quand même un socle de connaissances énorme, notamment la physiologie, l'histologie, l'anatomie. Est-ce que ça vous arrive d'y revenir? Ah oui. Comment faites-vous? Oui, ça c'est. Vous voyez, dernièrement, je suis allé au sous-sol rechercher mes cours d'endocrino sur les hypercholestérolémies. C'est pas quelque chose qui me passionne. J'ai toujours même souri parce que c'est vraiment de la routine. Souvent, cholestérol élevé, statine, des choses comme ça. C'est pas moi qui mets en place, mais et puis un jour, j'ai eu une patiente, une consoeur, qui a une hypercholestérolémie, qui ne répond pas et qui lui posait problème. Donc je vais chercher des informations, des bouquins, et je me souvenais que ce cours était très bien fait. Je voulais voir cette classification de Frederickson, toutes ces choses-là. Donc je suis allé. J'ai eu la chance de bien apprendre la physiologie, parce que ça, c'est le fondamental. Quand vous prescrivez spironolactone à quelqu'un qui a une hyperpilosité, donc vous découvrez qu'il y a 700 publications qui démontrent que spironolactone, c'est peut-être le meilleur traitement de l'acné et de l'hyperpilosité de la femme, mais du coup, vous savez qu'il y a quelque chose avec le potassium, mais vous savez plus quoi. Faut le doser ou faut en donner? Il faut faire attention qu'il y en ait trop. Ben, vous réfléchissez. C'est un anti-aldostérone. L'aldostérone absorbe le sodium. Donc, si on coupe l'aldostérone, on va pisser le sodium et on va faire monter le potassium dans le sang. Donc, faut que, surtout, doser le potassium pour pas craindre une hyperkaliémie, ou du moins lui dire de pas se bourrer de bananes. Vous voyez? Donc, c'est la physiologie. Vous devez toujours y revenir, savoir ce que font les corticoïdes, comment fonctionnent les hormones thyroïdiennes, etc. C'est fondamental. Très bien, donc la triade physiologie, histologie, anatomie, des bases indispensables. Et puis après, on vient rajouter par des recherches ciblées PubMed quand on est à votre niveau pour apprendre encore et toujours. Oui. On va venir à votre activité actuelle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez actuellement et dans quelles conditions? Alors, j'ai décidé de m'installer dans ma maison, donc j'ai libéré des pièces, et donc il y a une salle d'attente, un secrétariat, une salle d'examen clinique et mon bureau. Bien sûr, si je suis dans mes meubles tels que je les avais achetés au cours de ma vie, en faisant les brocantes, les choses comme ça, donc je suis très bien entouré. J'ai mes bouquins un peu partout, donc c'est un petit peu le bazar, mais la salle d'examen est bien rangée, tout est bien stérilisé, tout est bien propre, j'ai du matériel de qualité, neuf, etc. Et je commande régulièrement donc aux sociétés les outils pour faire les gestes, les exérèses, les biopsies, les choses comme ça. Et puis je commence assez tôt, je me lève vers 5 heures du matin. C'était pas du tout mon habitude, mais j'ai pris cette habitude-là et c'est très sympa. Alors je commence à boire mon café, à regarder un peu les réseaux sociaux, et puis après je me mets à mon bureau. Et soit j'écris des chapitres de livres. Là, je viens de terminer un livre sur les parasites qui va s'appeler, j'espère, les parasitoses. Ose du verbe oser. C'est ma fille qui m'a donné cette idée. Ok. Et donc, très sympa. J'ai 250 pages sur tout ce que les petits parasites peuvent nous faire. C'est très marrant. Et puis, je regarde les examens biologiques des patients et je réponds ou je complète mes courriers. Et puis, à 7h15, arrivent mes secrétaires. Elles viennent avec moi et elles m'amènent les mails de la veille, on regarde tout ça, les examens complémentaires, donc je regarde les résultats, je dis regardez celle-ci, elle a carence en B12, donc notez bien qu'il faudra lui donner de la B12, mais en même temps, moi je vais trouver la cause de cette carence en B12
Et je leur rappelle qu'il y a la maladie de Birmer, il y a l'insuffisance de sucre pancréatique et il y a l'iléopathie. Donc je dis bien à la secrétaire, dites bien au malade que s'il a de la diarrhée, il doit nous préciser, etc. Donc voilà, ça dure jusqu'à 8h30. Le patient de 8 heures est déjà là. Malheureusement, je commence avec une demi-heure de retard, mais il va pas le regretter parce que je vais le prendre 3/4 d'heure probablement. Et donc, au lieu de terminer à 12h30, je finis à 15h l'après-midi. Et là, je suis en principe tranquille pour faire ce que j'ai à faire. Soit des téléconsultations, parce qu'il y a toujours des gens du Québec, du Canada qui veulent correspondre avec moi, soit faire mes courses ou vous voyez, des choses comme ça. Et puis le soir, je me remets un petit peu vers 18h, j'ai parfois des urgences. Donc je suis baigné là-dedans toute la journée dans la clinique. Et donc, votre activité actuelle, c'est une activité de médecin clinicien, on va dire ça, de médecin interniste installé en libéral à Ornans, c'est C'est ça? ça, c'est ça. Et je crois que l'on vient vous voir quand on est volontiers en errance diagnostique, quand on a des problèmes chroniques, et c'est un petit peu votre spécialité, je crois. On vous a même surnommé le Docteur House français, C'est parce vrai. que je crois que votre passion, c'est de décortiquer des histoires médicales longues et complexes et de redresser des diagnostics parfois erronés pour remettre les malades dans la bonne piste. C'est ça, tout à fait. Et c'est le challenge. Je n'aimerais pas avoir quelqu'un qui vient pour se faire cureter des virus hémorroïdes toutes les 3 semaines. Ça m'intéresse pas du tout. Et quand on me pose la question, est-ce que vous voyez des nouveaux malades, j'ai envie de crier, oui, bien sûr, c'est ça que je veux, c'est des nouveaux malades à chaque fois. Parce qu'une fois que le malade est dépioté, en quelque sorte, que vous avez son diagnostic, qu'il est mis en route sur le traitement, ben, vous n'avez plus rien à faire. Si n'est que surveiller, vérifier, etc. Donc oui, chaque malade est un puits de connaissances à découvrir. Et donc, heureusement que j'ai des nouveaux malades. Et j'ai un regret, c'est que je ne suis pas compris de mes confrères, parce que je mets en évidence des pathologies, des traitements qui sont dans la littérature médicale. Quand j'écrivais un courrier à mes collègues en disant ce malade a une intolérance au gluten, mais non cœliaque, décrite par monsieur Lepvol en 2015, qui donne tous les signes, ces petits signes sur la peau qu'on a vus, etc. Quand j'étais à l'hôpital, on me disait bravo, c'est bien. Maintenant que je suis en libéral, on me dit mais n'importe quoi, il fait n'importe quoi, Humbert. Il dit tout le temps la même chose aux mêmes malades. Ben, sauf que, effectivement, cette maladie de Lepvol, elle touche une malade sur 10. Et quand on vient vous voir pour des maux de ventre, forcément, vous allez trouver ce genre de pathologie. Vous n'allez pas trouver des porphyries tous les jours, vous n'allez pas trouver des insuffisances surrénales tous les jours, même si je les évoque. Donc, effectivement, il y a ce manque de... Et pour autant, je fais toujours mes courriers avec des extraits de la bibliographie, je copie sur PubMed pour mettre les références bibliographiques, mais pour autant, j'ai des collègues qui ne veulent pas suivre. Par exemple, metformine pour une sclérose en plaques, le collègue n'a pas voulu renouveler ce traitement, et pourtant, je lui ai dit à ce collègue, c'est enseigné en faculté aujourd'hui. Ah ben, je savais pas. J'ai cru que c'était votre phobie, votre petite folie. Mais non, c'est dans PubMed, c'est publié. Donc ça, c'est, j'espère petit à petit convaincre pour que ça puisse suivre, parce que les médecins, c'est ça, il faut un très bon relais du médecin généraliste. Et ça, je voudrais bien avoir des collaborations, des coopérations plus fortes avec mes collègues médecins généralistes. Et quand il y en a un qui m'appelle, qui me dit, écoutez, c'est génial ce que vous avez fait, d'ailleurs le malade va très bien, il est très content, dites-moi ce que je peux faire pour vous soulager. Ah ben, je lui dis, bravo, vous avez tout compris, prenez la main cette fois, et je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc ça serait bien. Très bien. Combien de temps voyez-vous vos patients? Alors le minimum, c'est une demi-heure, et le plus souvent, c'est 3/4 d'heure, voire 1 heure de temps. Quand c'est malade, terminez l'examen clinique, vous avez toute une pathologie. Donc, au cours d'une seule consultation, vous allez trouver, pour rester dans les pathologies intestinales, pourquoi? Parce que j'ai fait des vidéos pour une société suisse Pure Santé, ça s'appelle Décodage Ventre. Ils ont vendu ces 30 séances, mais un prix dérisoire, c'est pas là le problème. Mais tous les gens de France et de Navarre veulent me voir parce qu'ils ont des problèmes de ventre. Et quand vous avez dépioté tout ça, que vous avez trouvé la maladie à Helicobacter pylori qui était là, les parasitoses intestinales responsables du prurite du cuir chevelu et des oreilles, et des cystites chez la femme, que vous avez mis en évidence le rôle éventuellement du gluten, plus ceci, plus cela, plus les arthralgies, plus uvéites, vous avez fait un super diagnostic, et il vous reste la dépression. Et là, la malade s'effondre, se met à pleurer. Elle a été violée à l'âge de 6 ans.
etc., etc. Vous pouvez pas la laisser partir comme ça. Vous êtes obligé de poursuivre la discussion. Et donc, les 3 premières quarts d'heure et le quart d'heure qui reste, ça va faire 1 heure de consultation. Mais au moins, le patient, il part avec une ligne droite. On sait où on va. Comme vous l'avez dit, dans 3 semaines, le moral va aller mieux. Et puis, la pathologie va s'améliorer petit à petit. Donc, Très 3 bien. quarts d'heure. Donc vous voyez vos patients entre une demi-heure et 1 heure et Oui. combien de patients en voyez-vous par jour? J'en vois 10. 10 à 10. 12, quoi. Quand il y a des urgences, je les verrai le soir à 6 heures et 7 heures, quoi. D'accord, et donc je comprends que vous commencez donc tôt le matin, théoriquement vous finissez vers midi, mais des fois ça déborde volontiers jusqu'à 15 heures. Exactement, c'est ça. J'aurais Et du mal d'en faire plus parce que c'est épuisant. ouais, bien sûr. Et donc l'après-midi, vous vous occupez notamment de faire des courriers de correspondance à vos confrères où vous listez, Exactement. le bilan de chaque consultation? Oui, oui, toutes les consultations ont un courrier que j'essaie de faire pendant la présence du malade pour qu'il puisse repartir avec. Parce que pour lui, c'est pas évident de comprendre. Il vient, il croit qu'il a, qu'il a mal au genou et en fait, il a une autre pathologie. Il a une syphilis, par exemple. Ça pourrait arriver. Donc, pour qu'il comprenne tout ça, je suis obligé de faire la démonstration de sa pathologie et je fais un courrier d'1 page ou de 2 pages et il repart avec. Et donc, ça prend du temps de dicter. Heureusement, il y a les logiciels de dictée, hein, ça c'est formidable. Donc, je parle à l'ordinateur et il tape, quoi. Donc, ça, Très c'est bien, et puis je crois que vous êtes, très aidé de vos secrétaires. Je crois que vous avez une équipe, oui. Alors, j'ai 2 secrétaires qui sont fantastiques, dont une stagiaire et elles ont pris l'habitude, elles ont des ordonnances formatées, c'est-à-dire qu'on a déjà une énorme ordonnance sur laquelle il y a tous mes traitements et donc elles ont plus qu'à extraire. Donc, par exemple, il y a un commentaire sur tel médicament, prescription hors AMM, il est déjà inscrit, c'est moi qui l'ai rédigé pour expliquer pourquoi ce médicament est hors AMM, etc. Donc, elles vont aller piocher, elles préparent les ordonnances. Par exemple, quelqu'un qu'on va mettre sous méthotrexate, il faut l'ordonnance pour l'infirmière. Si moi je la rédigeais à chaque fois, ça me prendrait du temps. Donc, je dis méthojecte, elles ont compris, l'ordonnance de méthojecte est l'ordonnance de l'infirmière et l'ordonnance de prise de sang de suivi. Donc ça, elles savent faire. Donc moi, ça me gagne beaucoup de temps, vous voyez. OK, donc je vois que vous êtes quand même hyper organisé avec une équipe autour de vous, en l'occurrence 2 de vos secrétaires, qui vous aident à dégrossir les dossiers, à, rédiger les ordonnances, à peut-être rappeler les patients. Comme ça, Exactement. vous vous concentrez sur chaque Ah consultation, oui. 1/2 heure à 1 heure de temps. Ah oui, parce que je n'ai même pas la carte vitale, je la prends pas, c'est elle qui passe, qui s'en occupe. Donc moi, je n'ai aucune autre contrainte que la santé du malade. C'est vrai que s'il fallait faire toute autre chose, ben, ça serait pas possible parce que ça serait du temps pris sur le temps de consultation. Salut, c'est Mathieu. Si tu aimes ce contenu et souhaites soutenir mon travail, pense à t'abonner à ce podcast et à me laisser une note de 5 étoiles sur ton application. Cela permettrait de booster son référencement. Tu peux aussi t'inscrire à la newsletter dont je te mets les ressources dans les notes de l'épisode, et pourquoi pas contribuer sur la cagnotte Tipeee du podcast afin de participer avec moi à ses frais. Bonne écoute. Très bien. Alors, il y a une question que j'aimerais vous poser. Les auditeurs du podcast sont beaucoup généralistes, beaucoup en secteur 1. Et est-ce que je peux vous demander comment faites-vous pour vous rémunérer quand vous avez des consultations aussi longues, aussi complexes, au cours de laquelle vous prenez le temps de prendre connaissance de l'intégralité du dossier, des examens paracliniques, de refaire une anamnèse hyper complète, un examen physique, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Est-ce que je peux me permettre de vous demander comment vous vous rémunérez pour vous rétribuer à la juste valeur de votre Ouais. consultation? Ah, vous avez raison, le problème de la rétribution est essentiel parce que c'est la base de la qualité de la médecine. Aujourd'hui, c'est une honte de voir combien la consultation du médecin est payée. C'est honteux. Vraiment, il y a nulle part, même au Maroc, les consultations médicales, c'est le double de celle de la France. Et pourtant, le salaire moyen, c'est le tiers du salaire du SMIC français. Donc, les médecins sont beaucoup mieux rémunérés. Et là, c'est pas acceptable. Et donc, je comprends que les médecins, s'ils veulent décemment vivre, avec quoi l'équivalent d'un SMIC et demi, me disait un jeune confrère que j'ai vu brillant, qui m'a examiné, qui m'a interrogé parce que j'avais besoin d'un certificat médical pour piloter un petit avion le week-end. Eh bien, je lui dis, mais vous avez des compétences énormes, combien vous gagnez? Et il me dit, ben, je gagne un SMIC et demi. Donc, c'est terrible. Alors moi, effectivement, il faut faire attention, il y a des gens qui n'ont pas les moyens. Donc moi, je suis en secteur 2. La consultation moyenne, c'est 100 euros. Il arrive que je puisse demander 150 euros avec, pour base de remboursement, souvent 70. Pourquoi?
Parce que vous savez que la consultation de dépression, c'est coté 69,12. Donc, il faut déjà mettre ce code. Et il faut que les médecins sachent aller regarder les codes. Parce que si vous mettez CS, vous vous faites avoir. Vous faites un geste technique, vous curetez des dizaines de virus séboréiques. Le code, c'est QZ, etc. C'est au moins 70 ou 90 euros. C'est déjà plus important. Et donc, faut pas en rester à la petite consulte à 25. C'est pas possible. Donc, faut bien connaître les codes. Et moi, j'ai une liste de ceux que je vais utiliser en étant respectueux. Alors, quand on peut faire un dépassement, ce commercial, cadre, qui a les moyens, il va même pas poser de questions. Parce qu'il sait qu'il y a la consultation et que la deuxième consultation virtuelle, elle va être gratuite, parce que je vais lui envoyer les ordonnances après le résultat de la biologie. Comme je vais pas le revoir, il n'y a pas de consultation à payer. Mais par contre, j'aurais pu aussi choisir de lui dire, OK, vous payez 70 euros, et la prochaine, vous payez, au moment des résultats, vous payez un autre. Bon, on fait tout en une consultation. Donc, il m'arrive donc de faire les plus chers, c'est 150 euros, mais ça concerne, par exemple, des actes techniques qui cotent 130 euros. Donc, il y a 20 euros de dépassement. Mais le patient qui a une CMU, le patient qui est au chômage, le patient qui a un confrère, qui a une infirmière, etc., ils n'ont pas un centime de dépassement. C'est le tarif strict sécurité sociale. Parce que je pense que c'est important que le chômeur puisse se soigner aussi bien que le cadre. Donc voilà, j'essaie d'être juste, et je crois que les patients l'ont vu et ils me remercient. Et d'ailleurs, ils payent parfois le petit dépassement de 20 ou 30 euros et ils reviennent la consultation d'après avec une bouteille de vin rouge ou de vin blanc ou des choses. Donc, ils sont pas choqués. Puis Et bien souvent, sûr, leur mutuelle prend en c'est vrai que charge. c'est parfois un casse-tête de se faire rétribuer. Et donc, j'entends bien votre précieux conseil qui est de bien prendre connaissance des cotations déjà existantes Exactement. pour essayer de valoriser ses actes et puis de valoriser le temps qu'on passe en consultation. Prenez l'exemple, une tumeur de la paupière, une petite tumeur de la paupière, c'est précautionneux, faut faire une anesthésie dans la paupière, il va y avoir peut-être un œil au beurre noir, il y a une petite responsabilité. C'est un geste, vous pouvez pas coter ça 25 euros. Il y a un chiffre, je crois que c'est pas loin des 100 ou 120 euros. C'est coté correctement. Et en fait, je crois que le médecin, il doit connaître ses codes, absolument. Bien sûr. Je ferai un épisode là-dessus sur les codes qui Ah oui, sont très ça serait très importants. bien. Oui, très important. Philippe, est-ce que vous pourriez donner d'éventuels conseils aux médecins afin de progresser dans leur carrière, notamment aux médecins généralistes? Oui, alors je vais vous dire une chose parce qu'on me l'a dit, je les inviterai à lire mon livre, Avez-vous un beau médecin? Je crois que vous avez commencé par ça, et après je les inviterai à lire le vôtre, bien sûr, parce qu'il est également très passionnant. Mais j'ai plusieurs confrères qui ont lu mon livre et qui se sont réveillés en disant, bon sang, ça a été un choc pour moi. Et le lendemain matin, je suis allé à mon cabinet, mais ravi, heureux. C'est-à-dire que l'ulcère de jambe qui me révulsait, c'est devenu passionnant. Les petites verrues, quand on lit Philippe Imbert et qu'on s'aperçoit qu'il y a des facteurs favorisants de ces verrues et qu'on va les trouver dans l'intestin et que ça peut mener à pas mal de choses, eh bien, c'est passionnant. Donc, lire ce livre. Et puis, lire le vôtre, parce que le vôtre, il est rationnel, il est par moins dans tous les sens que le mien, les choses sont bien présentées. Et avec ces deux documents, je crois que les gens peuvent faire se ressourcer et partir vraiment sur le bon pied. C'est gentil, merci beaucoup Philippe. Mais le vôtre, effectivement, ce qui m'a énormément plu quand je l'ai lu, c'est le fait de ne jamais se satisfaire d'un diagnostic, de Oui, toujours aller regarder derrière, encore et toujours, pour essayer toujours plus en profondeur de comprendre les choses. Parce qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Et c'est vraiment ce changement de posture qui est super intéressant dans votre ouvrage, parce que ça amène à une toute nouvelle curiosité, ça amène à regarder des symptômes qu'on pense connaître, des maladies qu'on pense savoir, de les regarder sous un autre angle et d'aller regarder toujours derrière pour c'est ça. savoir comment ça fonctionne. Vous avez raison, la cause de la cause. Prenez ce petit gamin qui a une énurésie, qui fait pipi au lit, il a 7 ans. Eh bien, il y a parfois les vers, puisqu'on va rester dans les trucs simples. Les oxyures qui sont au niveau de l'anus. Donc ça, c'est intéressant. Et on va trouver les oxyures. Et en traitant les oxyures, on va peut-être traiter l'énurésie. Alors que si on avait traité que l'énurésie, on n'avait pas de résultat. Et puis s'il y a des vers, on va s'intéresser à son intestin et on va s'apercevoir qu'il régurgitait, qu'il avait des coliques du nourrisson quelque temps avant. Mais bon sang, il a une entéropathie aux protéines de lait de vache. On va arrêter les protéines de lait de vache et l'enfant va aller bien.
il va plus se réveiller la nuit, il fait plus pipi au lit et il se gratte plus le derrière. Et tout a commencé par l'énurésie, les vers et l'entéropathie. Voilà, tout ça, donc c'est très important de faire cette succession de choses, ne pas s'arrêter à un diagnostic. Et est-ce que vous auriez un conseil pour affiner le sens clinique, la capacité de diagnostic des jeunes médecins? Oui, alors, la chose à savoir, c'est qu'il ne faut pas se fier à ce qu'on nous a enseigné en faculté. Quand on vous fait une maladie, on vous dit, voilà, il y a de la fièvre, il y a des frissons, il y a de la diarrhée, il y a mal aux articulations. Mais ça, c'est jamais au même moment. C'est les poussées de fièvre, c'était il y a 5 ans. La diarrhée, ça a duré 3 mois, il y a 7 ans. Les autres choses sont arrivées au cours de la vie. Et puis là, vous voyez le monsieur pour une plaie chronique, avec des petites pustules. Bon sang, si vous y pensez pas, vous avez questionné avant, vous avez des douleurs digestives et vous dites, ça y est, c'est un pyoderma gangrénosome en relation avec une maladie cœliaque. Oh, incroyable. Ben oui, si vous avez pas relevé la diarrhée il y a 5 ans, si vous pas relevé les carences de l'enfance, il manquait de fer tout le temps, on m'a donné du fer, docteur, etc., vous n'avez pas le diagnostic. Donc, toujours ne pas se réciter les maladies comme on nous les a apprises. Après, formation, lire, bien sûr, lire des bouquins, les revues, mais là encore, puis surtout, je crois que comme disait Osler, qui est le père des nodules d'Osler, vous savez, de l'endocardite, il disait écoutez le malade, il vous donne le diagnostic. Donc, il faut le temps d'écouter le malade, le laisser parler. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez apprendre sans arrêt du malade. C'est lui qui, petit à petit, va tout vous amener sur la table des diagnostics. À vous de les réunir et de mettre un nom, quoi. C'est ça. Et une fois qu'on a bien regardé ce qui se passe sous nos yeux, qu'on a bien écouté, qu'on a bien examiné, encore faut-il avoir la connaissance déjà dans notre tête. Donc pour ça, donc il faut. Alors là, j'ai un truc fantastique. Vous savez, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à ma secrétaire, relevez cette belle ordonnance. Une superbe ordonnance qui a été faite par un médecin spécialiste pour traiter je ne sais plus quoi, peut-être un trouble du rythme et tout. Et je me dis, mais si mes confrères généralistes lisaient avec détail mes courriers, mais ils en sauraient plus que moi, comment se fait-il que ce confrère très sympathique m'envoie pour la 10e fois un malade identique aux 9 précédents, alors qu'il avait la solution dans tous les 9 courriers? C'est qu'il n'a pas lu, mes courriers. Et donc, si les courriers des spécialistes étaient lus, prendre des notes, faire des ordonnances type du cardiologue, l'ordonnance type du gynéco, l'ordonnance type du gastro, et bon sang, vous faites une super médecine, vous avez tout sous les yeux. Et ouais, c'est la fameuse méthode essai-erreur, d'apprendre à la fois de ses erreurs évidemment, et Oui, puis d'apprendre des sources, des différents spécialistes, des différents courriers, des cas concrets dont il faut suivre l'histoire, suivre les imageries, suivre les biologies, les histologies, suivre le devenir pour savoir si l'intuition qu'on avait en était bonne, pour savoir si on s'était exactement. trompé, etc. Exactement. Ça, c'est comme ça qu'on apprend, je pense, de nos confrères, de nos pairs. Et donc, en gros, donc c'est les diplômes universitaires, les revues, les livres, revenir aux fondamentaux, l'histologie, la physiologie, l'anatomie, etc. Consulter PubMed si on a des difficultés. Oui. Est-ce qu'on oublie des Même choses? systématiquement, étiologie des prurites. Ben, vous retapez et là, vous pouvez pas oublier. Vous mettez pruritus, étiologie, et là, vous avez des articles, vous lisez les résumés, et puis vous cherchez l'article si vous voulez. Très bien. Philippe, est-ce que vous auriez remarqué une erreur chez vos confrères, notamment les médecins généralistes, que vous ne souhaitez plus constater? Oui, ce que je voudrais plus, c'est qu'ils disent aux malades, c'est dans votre tête. Vous Mmh. n'avez rien, ou ne vous inquiétez pas, ça va passer. Non, on doit avoir un diagnostic. Le c'est dans sa tête, ça n'existe pas. Tous les malades sont des vrais malades. Ceux qui ont mal au ventre. Alors, qu'est-ce qui est terrible pour les gens qui ont mal au ventre? C'est qu'ils ont tout pour être guéris. Mais simplement, comme la coloscopie est normale, on leur dit, vous pouvez pas avoir de Crohn. Mais d'où tient-on cette information? Est-ce qu'on a écrit quelque chose qui disait que le Crohn, on doit toujours avoir quelque chose dans la colonne? Non. 50% des Crohn ont une coloscopie normale. Je ne le savais pas il y a 3 ans. Mais je portais moi-même le diagnostic de Crohn chez des gens qui avaient des coloscopies normales. Je les traitais avec du pentasa, ils guérissaient. Alors, qu'est-ce que j'entendais pas? Ah non, je veux pas vous renouveler ça. Vous avez pas fait de colo, votre colo est normal, c'est pas possible. Comment ça se fait qu'ils vous donnent ce médicament? Mais
bon sang, on a une symptomatologie de Crohn, on a une B12 qui est effondrée. Donc ça veut dire que c'est l'iléon qui travaille pas bien. Qu'est-ce qu'on a de mieux que ça pour dire qu'il y a un Crohn? Il y a les glaires, etc. Il y a tous les signes du Crohn, sauf la coloscopie. On s'en fiche de la coloscopie. Même les entéro-IRM sont normales dans 40% des cas. Donc on fait un test thérapeutique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et on voit comment va le malade. Et tous ces malades à qui on a dit c'est dans votre tête, vous avez un côlon irritable, vous avez rien, eh bien ils finissent par guérir et ne plus avoir mal. Donc Très il bien. faut se détacher des... On disait le Crohn c'est que la diarrhée, mais c'est faux. Le Crohn c'est des constipés aussi. Et surtout, j'allais dire, surtout des constipés. Mais comme quand ils arrivent en gastro, on leur dit, il dit, je suis constipé. Ah ben, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de Crohn. Et donc, on va leur donner des trucs pour la constipation, alors qu'en fait, la constipation va guérir avec le Micort, vous voyez, ou le méthotrexate. Bien sûr. Ok, donc les phrases à plus employer, notamment, c'est dans votre tête, Voilà. et c'est pas parce qu'il n'y a pas d'image Exactement. qu'il n'y a pas de pathologie. Regardez, les arthralgies inflammatoires, faites une radio, il n'y a rien du tout. Est-ce que vous allez dire au malade, vous avez pas mal? Non, on sait que c'est une polyarthrite rhumatoïde qui se présente avec des radios normales. Eh ben, Exactement. des Crohn avec des coloscopies normales, c'est à longueur de journée. Et Philippe, comment est-ce que vous voyez l'évolution de la médecine dans les prochaines années? Je suis inquiet, je dois le dire, je suis inquiet parce que beaucoup de médecins sont démotivés, beaucoup font du remplacement, ont vu que c'est un métier fatigant et donc prennent des jours de congé, et donc les délais de rendez-vous sont de plus en plus longs, et puis le médecin est entravé dans son activité par des tâches administratives, par des contraintes, mais c'est inimaginable. Rendez-vous compte, quand vous voulez prescrire de la carnitine, vous êtes spécialiste de médecine interne, vous avez passé 40 ans ou 30 ans à l'hôpital, et vous trouvez un déficit en carnitine chez quelqu'un qui a une maladie cœliaque, eh bien, on vous refuse la prescription parce qu'il faudrait que ça soit fait à l'hôpital. Et à l'hôpital, ils n'ont pas pensé à doser la carnitine qui était responsable de la faiblesse musculaire. Donc, pourquoi aller à l'hôpital pour se faire prescrire un truc qu'ils ne vont pas prescrire? Et donc, voilà, j'ai écrit hier à la ministre pour lui dire, Madame la ministre, quand même, est-ce que vous pourriez pas arrêter ce genre de stupidité? Parce que du coup, ils mettent des inspecteurs pharmaciens qui vont dans les pharmacies pour contrôler ça. Et ça coûte rien, la boîte. Mais pour les embêter. Ah, vous avez délivré l'ordonnance de Monsieur Humbert alors qu'il n'est pas hospitalier. Mais il l'a été il y a 25 ans. Ah ben oui, mais la loi, c'est être hospitalier. Donc l'interne qui vient d'arriver, qui a aucune expérience, il peut prescrire. Vous voyez un petit peu le paradoxe? Ouais, bien sûr. Voilà. Donc la médecine, ça me fait peur. Et puis il y a des professions qui se développent, les naturopathes, les ostéopathes. Et comme ils écoutent les gens, comme ils prennent du temps, eh ben ils commencent à prendre le dessus. Exactement, c'est l'effet nursing, c'est le fait de se sentir écouté, cocooné par quelqu'un qui prend le temps. Exactement, et qui tire des conclusions qui sont logiques. Et après, souvent, les gens sont contents d'avoir un diagnostic, même s'ils souffrent encore. Principal, ils savent ce qu'ils ont. Et ça, c'est déjà un plus. Très bien. Et à votre avis, que devraient faire les jeunes médecins généralistes pour se préparer aux années à venir, à la médecine de demain, qui est de plus en plus compliquée, de plus en plus contrainte? Est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes médecins généralistes pour les années à venir? C'est très difficile. Je dirais qu'il faut qu'ils arrivent à préserver du temps pour les malades. Parce qu'on ne fera pas de la médecine en 5 minutes, 10 minutes, c'est pas possible. Quelqu'un qui a mal à la tête, si vous voulez bien l'interroger, l'examiner, ça prendra quand même du temps. Quelqu'un qui a mal dans l'œil, c'est peut-être une uvéite. Cette uvéite, elle est peut-être due à une chlamydiase de la prostate. Elle est peut-être due à une entéropathie inflammatoire. Elle est peut-être due à pas mal de choses. Donc, si vous voulez rendre service à ce malade, vous devez prendre le temps de l'interroger, examiner et regarder les prises de sang. Donc, je ne sais pas quoi dire à ces jeunes médecins. Déjà que soit ils se déconventionnent et ils font un tarif respectable. Il n'est pas normal qu'un médecin gagne moins de 100 euros de l'heure. C'est vraiment le minimum du minimum. Il devrait gagner 150, 200 euros. Regardez le tarif des avocats. Et donc, les patients ont compris que parfois, il valait mieux payer cher un médecin, mais qu'il prenne du temps. Et plutôt que de le voir 5 ou 10 fois, 25 euros remboursés par la Sécu,
voir le malade une fois tous les 6 mois ou tous les 3 mois, passer 1 heure et demander 100, 150 euros. Bien sûr, et ça c'est un dilemme que je rencontre chez beaucoup de mes amis, beaucoup de mes confrères avec qui je suis en relation notamment avec ce podcast. C'est que d'un côté, on a envie de faire une médecine de qualité. Pour ça, ça prend du temps. Et pour ça, il faut se faire rémunérer. Bien sûr. Mais de l'autre côté, il y a une demande croissante de la population générale dont je ne sais plus combien de millions de Français n'ont plus de médecins traitants et de gens qui attendent tout simplement à avoir des traitements pour leurs affections de longue durée dont ils ne sont même pas suivis. Donc c'est ce qui est compliqué pour des médecins de ma tranche d'âge, c'est ce paradoxe entre passer du temps, passer de la compétence, de l'attention avec des patients et se faire rémunérer à la juste valeur de ce temps que l'on accorde, et en même temps se refuser à faire des consultations de 40 patients durant la journée, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le demandent et qui en ont besoin. Alors je crois qu'il va y avoir, mais là c'est peut-être dangereux également, mais des super infirmières ou des personnes qui vont pouvoir faire le renouvellement de la maladie chronique. Mais c'est dangereux parce qu'on ne va plus évaluer. Donc on va repartir pour le traitement antidépresseur pour la 3e, 4e année alors qu'on aurait pu l'arrêter. Et donc risque de cause d'interaction médicamenteuse, etc. On va renouveler l'oméprazole sans vérifier le taux de vitamine B12 alors qu'il va s'effondrer sous les IPP. Et donc le malade va faire une neuropathie sans s'en rendre compte, etc. Donc il y a des dangers quand même. Et donc, même renouveler un traitement par IPP, ça prend du temps. Quand est-ce qu'on a dosé la dernière fois la B12 ? Si on veut faire son travail et faire des économies à la Sécu, on est obligé d'ouvrir le dossier, de regarder les prises de sang antérieures, parce que le malade, il sait pas. Donc, il faudra aussi éduquer les malades. Éduquer les malades. Tout à fait. Ça, c'est un axe hyper important. Est-ce que vous pouvez nous partager un cas ou une expérience qui a marqué votre carrière ? Ah oui, là, cette petite jeune fille, on peut même donner son nom parce qu'elle a parlé de cela sur Instagram. Jeanne Salvi, une jeune fille de 17 ans qui arrive à ma consultation avec le bras gauche complètement paralysé, avec même une rétraction de la main qui est en flexion. Et je lui demande ce qui lui est arrivé. Elle me raconte avoir eu une maladie de Lyme et qu'elle avait eu des difficultés à marcher et que ça s'était amélioré. Les douleurs, ça faisait 3-4 ans qu'elle était traitée, mais elle garde cette paralysie du bras gauche. Et 17 ans, toute seule dans ma consultation, je m'étonne de ne pas voir sa mère. Et elle me dit, mais non, ma mère est en salle d'attente, elle est apeurée. Mais apeurée de quoi ? De ce que vous allez dire. Ah bon ? Qu'est-ce que vous craignez que je dise ? Ben, comme les autres, que c'est rien, que c'est dans ma tête, que je simule ou que ça doit être psychiatrique. Je dis, comment psychiatrique ? Elle me dit, oui, on a vu des médecins qui nous ont dit, on est même allé en centre de rééducation, on nous a parlé d'hystérie de conversion. Je dis, mais attendez, est-ce que ça existe ? Est-ce que une fois dans ma vie, j'ai vu ça ? Non, c'est pas possible. Je dis, vous avez une vraie paralysie. Et donc, on va chercher la maman qui est là et qui me regarde déjà d'un autre œil en disant, enfin, un médecin qui va s'occuper de ma fille. Et je la questionne, et je reste pas au Lyme, parce que, vous savez, la plupart des maladies de Lyme chronique ne sont plus des Lyme. C'est terminé, ils ont une autre maladie. Mais comme ils voient toujours les mêmes médecins avec qui traitent la maladie de Lyme, ben, ils restent sur le Lyme. Et comme il n'y a plus de raison c'est pas en traitant le Lyme qu'on va guérir les paralysies qui restent, etc., mais ils continuent à prendre les mêmes antibiotiques, etc. Non. Et là, j'interroge. Je regarde le carnet de santé. Cassure de la courbe de croissance. Régurgitation, mal au ventre de la petite enfance. Hyperlaxité articulaire à l'examen clinique. Leaky gut, intestin poreux. Et je vois les signes de cette nouvelle entité, intolérance au gluten. Et je dis là, il y a une maladie. Et je sais que le gluten donne des neuropathies. Ça s'appelle les gluten neuropathies. Donne des douleurs et des paralysies. Je dis, bon, bah, écoutez, on a déjà passé 3 quarts d'heure. On fait un bilan biologique, faites le régime sans gluten et sans lait de vache et vous revenez. Elle revient 2 mois après, elle bouge le bras. En tout petit peu, mais elle bouge le bras. Elle l'écarte de 20 cm et les doigts bougent. Je dis formidable. Entre-temps, elle m'avait envoyé un petit dessin qu'elle avait fait. C'était sa main et mes mains qui tenaient sa main et qui faisaient rebouger. C'était très touchant. Elle me dit, vous êtes mon miracle et grâce à vous, je peux envisager enfin un avenir plus heureux. Et j'avais fait une biologie et je trouve quoi ? Un lysozyme augmenté. Lysozyme, vous savez pas ce que c'est ? Vous tapez sur PubMed et vous tapez lysozyme marqueur du Crohn.
un alpha-2 macroglobuline bas. Alpha-2 macroglobuline bas, marqueur du Crohn. Eh bien, je dis, bon sang, elle a un Crohn. Et d'autant qu'elle avait fait une crise de pancréatite. Pancréatite et Crohn, c'est commun. Elle avait fait de la péricardite. Péricardite et Crohn, c'est commun. Vous tapez sur PubMed, vous trouvez. Je dis, mais bon sang, elle a un Crohn. Je l'appelle, je lui dis, je vous envoie le méthotrexate et vous revenez dans 2 mois. Elle fait son méthotrexate, elle vient. Elle a la main bouge dans tous les sens. Elle me montre qu'elle fait du piano, etc. Formidable. Paralysie complète du membre supérieur gauche. Elle guérit, c'est quasiment miraculeux, mais non. C'était tout ça. Et je me suis rappelé qu'en 1989, j'avais été un des premiers à publier le premier cas de neuropathie révélatrice d'une maladie de Crohn. 89. Il n'y avait pas grand-chose à l'époque pour ça. Eh bien, c'est ni connu des neurologues, ni connu des gastro-entérologues. Et depuis, j'ai fait remarcher, je ne veux pas être présomptueux, mais c'est une façon de le dire, 2 personnes d'une 50aine d'années qui étaient en petite charrette, qui étaient paralysées. Ils croyaient qu'ils avaient une paralysie de neuropathie sans cause. Et j'ai trouvé, mais c'est pas des Crohn explosifs, c'est pas c'est pas 20 heures par jour sur les toilettes, non, pas du tout. C'est de temps en temps des gaz, des ballonnements, des coups de poing dans le ventre, une période de diarrhée, une période de constipation, et c'était ça. Et on en trouve et on les traite, mais faut y aller, faut traiter jusqu'au méthotrexate. Et là, elle a guéri et je crois que maintenant, elle a plus rien. Ah oui, effectivement, ça c'est un cas absolument incroyable. Donc j'ai eu pas mal de cas comme ça, incroyables, mais croire en sa médecine. Philippe, qu'est-ce que vous avez appris récemment? Qu'est-ce que j'ai appris? J'apprends tous les jours, donc ça c'est fantastique. Et puis je découvre aussi un peu tous les jours. Par exemple, j'ai vu que les gens qui ont une sclérodermie systémique, il n'y en a pas beaucoup, mais ils ont un syndrome sec. Vous voyez, donc ils ont les yeux secs et la bouche sèche, c'est classique. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'ils ont le pancréas sec. Je fais des analogies comme ça. Pour moi, le pancréas, c'est une grosse glande salivaire pour sa fonction exocrine. Donc c'est une salive, c'est le suc pancréatique, c'est une salive qui va être projetée un petit peu plus bas. Mais c'est une glande qui s'est déplacée. Donc j'ai découvert qu'ils avaient un syndrome sec du pancréas, c'est-à-dire une insuffisance pancréatique exocrine. Et donc ils ont les selles qui flottent, une stéatorée, parce que le suc pancréatique, il fait faire des micelles et il permet l'absorption de la vitamine K, D, E et A. Les vitamines, mais aussi, ça qui est fabuleux, le sucre pancréatique sert à l'absorption de la vitamine B12. C'est curieux, mais c'est comme ça, par un autre mécanisme qui n'est pas celui des micelles. Eh bien, toutes ces femmes qui ont une sclérodermie systémique et qui ont mal au ventre, des ballonnements, des gaz, des selles malodorantes, c'est souvent une insuffisance pancréatique exocrine. Je donne du crayon et l'affaire est réglée. Ils ont plus mal au ventre et ils vont à selle normalement. Ces petites analogies, vous voyez toujours aller droit au but. Quelqu'un qui a mal au ventre et qui a le rhume des foins, il a une intolérance au gluten. C'est comme ça. C'est pas une maladie cœliaque, c'est une maladie non cœliaque. Pas la peine de doser les anticorps et on les trouvera pas. Par contre, vous supprimez le gluten et ils guérissent. Rhume des foins égale intolérance au gluten. Donc toutes ces petites informations, je les ai notées dans ma tête, elles me servent tous les jours. Est-ce que vous pourriez me rapporter un dogme médical qui est récemment tombé dans votre expérience? Qui est tombé. Déjà, ça serait celui-là, mais vous allez en avoir marre que je parle du gluten, mais ça touche quand même une personne sur 10 aujourd'hui. Donc, vous voyez, le médecin généraliste qui voit des malades, c'est 1 sur 2. S'il sort, donc 1 sur 2 doit être dépressif, 1 sur 2 doit avoir cette forme d'intolérance au gluten ou d'entéropathie avec toutes des formes plus ou moins associées. Par exemple, l'hélicobactère dans l'estomac. On sait aujourd'hui que si vous avez de l'hélicobactère, c'est que vous avez une entéropathie. Donc, ça vaut le coup d'aller chercher. Donc, les dogmes qui tombent. Moi, j'ai une phrase qu'un professeur de Paris avait dit. Heureux ceux qui ont le pouvoir de dire non, car c'est grâce à eux que rien ne se fait. Et c'est très marrant parce qu'il faut jamais dire non. Non, vous n'avez pas. Non, vous n'avez pas. Mais qu'est-ce que vous avez? Par exemple, les malades repartent chez leur médecin avec mon courrier, puis le médecin dit, mais non, regardez votre B12 là, pourquoi il dit qu'elle est basse? Elle est normale. Et moi, je dis que les valeurs normales, c'est 400. Soit il me prend pour un fou et il dit que je raconte n'importe quoi, mais s'il allait chercher dans la littérature médicale, il s'apercevrait en effet que les taux de vitamine B12, c'est pas du tout 187 à 700, c'est supérieur à 400. Donc au lieu de dire aux malades non, non, vous n'avez pas de déficit en B12, et rappelez-vous, quand j'étais jeune interne, moi j'allais voir les malades qui avaient des signes neurologiques de carence en B12 avec B12 normal.
Mais elle n'était pas normale, en fait. On se posait pas la question. On disait, il a des taux de B12 normal et il a des signes neurologiques. Non, les normales ont été ensuite corrigées, c'est 400. Donc voilà, faut toujours dire oui, oui, vous avez ça, oui, vous avez ça, pour pouvoir avancer. Quitte à se tromper, mais il faut le dire. Super. On arrive à la fin de l'épisode. C'est votre moment. Si vous le souhaitez, vous pouvez vous adresser directement à nos jeunes confrères, si vous le souhaitez, pour leur transmettre ou leur dire ce que Ah vous avez oui, envie. ce que j'ai envie de dire, je veux des émules, je veux des gens qui fassent comme moi. C'est un petit peu prétentieux, mais ça leur donnera tellement de satisfaction, tellement de beaux diagnostics qu'ils vont faire. Tout le monde malade, de malades satisfaits. J'ai un livre d'or que je pose, c'est déjà le deuxième. Les gens mettent des commentaires, mais incroyables. Le fait de les avoir écoutés, mais pour eux, c'est un cadeau du ciel. Et tout ce qu'ils écrivent sur moi, vous êtes généreux, vous êtes gentil, vous êtes bon, mais écoutez, puis vous êtes compétent, vous êtes efficace. Tous les médecins devraient avoir ça chez eux. On devrait tous les saluer comme ça. Donc pour ça, il faut faire cette médecine. Donc regardez ces bouquins. Pourquoi pas je voudrais faire des formations. Je vais peut-être me lancer, mais j'ai pas toutes vos connaissances en informatique, etc. Et ça, il faudrait s'inscrire sur ces formations. J'ai envie de passer le relais parce que je vais pas continuer encore indéfiniment, peut-être encore 3-4 ans, mais il faut que je passe le relais à des jeunes confrères. Donc venez même chez moi, je vous accueille bien volontiers. J'ai des collègues qui sont venus passer 3-4 jours et ça leur a suffi, ils ont compris la méthode et ensuite ils repartent chez eux. Vous voyez, n'hésitez pas. Super. Ben, je retiens votre Avec grand invitation. plaisir, vous Passer serez 3-4 jours bienvenus. nous assister en consultation. Bien, avec plaisir. Fantastique. Philippe, ma dernière question. Quel invité me recommanderiez-vous pour ce podcast? Nouvel invité, moi je crois qu'il faut des gens de conviction, des gens de talent, des gens qui n'ont pas peur, et ça c'est très courageux. On va pas se lancer dans l'histoire du Covid parce que là tout le monde en a plein la tête, mais il faut des gens qui ont quelque chose à dire. S'il y a une personne que je vous inviterais bien, c'est le professeur Mention. Professeur Mention, c'est un chirurgien incroyable qui a fait des greffes de foie, il est à Besançon. Et moi, j'ai pas pitié, mais presque. Je vois cet homme qui a 70 ans, qui a un talent fou, qui a opéré. Il a opéré un jour un malade, il est chirurgien général comme il n'y en a plus. Et je vois un malade qui vient voir le dermato parce qu'il a un syndrome de Klippel-Trenaunay. Une jambe qui doit faire 300 kilos. Elle est énorme, monstrueuse. Ça prend depuis le bassin. Il saigne sans arrêt. Donc il a 6 grammes d'hémoglobine en permanence parce que ses grosses varices saignent. Il peut pas porter sa jambe, faut être deux. Il a quelqu'un qui l'aide à porter sa jambe. C'est monstrueux, ce malade vient me voir. On va pas mettre des petites compresses sur la jambe, faut prendre une décision radicale. Je parle au professeur Mention, je lui dis, écoute, tu ferais pas une chirurgie, tu ferais pas une désarticulation pour que cet homme puisse guérir. Il me dit, si, je le ferai. Il a bossé, je pense que le professeur Mention, il a dû regarder l'anatomie 10 fois à nouveau pour s'assurer. Il a pris le malade. Avec les anesthésistes, ça devait pas être facile. Il l'a désarticulé. 5 ans après, je vois un homme qui arrive en vélo, en short, à ma consultation, une prothèse de jambe. Et il me dit, mais monsieur, je viens vous remercier. Vous m'avez rendu la vie. Je pédale tous les jours. J'ai une prothèse grâce au professeur Mention qui m'a opéré. Cet homme, il a des choses à vous dire sur la chirurgie, sur ce qu'il est capable de faire. Et croire qu'il y a quelque chose à faire pour les malades. Toujours quelque chose à faire. Je vous donnerai ses coordonnées. Avec grand plaisir. Philippe, notre épisode est maintenant terminé. Je vous remercie infiniment. C'était absolument passionnant. Et écoutez, je vous dis à bientôt parce que je suis sûr j'aurai la chance de vous recroiser à nouveau. Et je retiens votre invitation de passer me voir. Volontiers. Vraiment, on serait le bienvenu et on verra la ville de Courbet et on boira du vin de Pasteur, puisque Pasteur est à Arbois, c'était pas si loin. Et on pourra lire un poème de Victor Hugo qui était à Besançon. On a les trois vedettes régionales qui sont ici. Magnifique, ça m'a l'air absolument fantastique. À bientôt. Donc merci beaucoup Mathieu. À bientôt. À bientôt Philippe. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à t'abonner pour ne rater aucun épisode. Si tu veux me laisser une note de 5 étoiles sur ton application, ça m'aiderait aussi beaucoup. Tu peux également rejoindre la newsletter afin de recevoir une fois par mois un mail dans lequel je te transmets plein de contenu pour la médecine générale. Enfin, tu peux participer financièrement sur la cagnotte Tipeee. Toutes les ressources sont dans les notes de cet épisode. À bientôt!